Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice sur le pendule élastique, extrait d'un examen national de baccalauréat. Le dispositif représenté dans la figure 1 est constitué d'un compartiment A. Il est là le compartiment A. De masse M égale à 200 grammes, attaché aux extrémités de deux ressorts, R1 et R2, aspire non jointive, de même constante de raideur K et de même longueur à vide L0. L'autre extrémité de chaque ressort est fixé à un support fixe. Le compartiment A peut glisser sans frottement sur un plan horizontal. À l'équilibre, les deux ressorts sont étirés. Étirés, ça veut dire allongés. Ça veut dire que la longueur du ressort est supérieure à sa longueur à vide. On place un corps C1 de masse M1 égale à 100 grammes dans le compartiment A. À l'équilibre, G0, le centre d'inertie du système S, constitué de A et C1, est confondu avec l'origine du repère OI. Donc là, on a le compartiment A, le corps C1, le centre d'inertie du système constitué par le compartiment et le corps C1 est confondu avec l'origine O du repère OI, bien sûr à l'équilibre. On écarte le système S de sa position d'équilibre, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. Il effectue alors un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre. Donc, on écarte le compartiment de sa position d'équilibre et on l'abandonne. Il effectue alors un mouvement de va et vient, un mouvement oscillatoire. Un système d'acquisition informatique a permis de tracer la courbe de variation de l'abscisse X du centre d'inertie G du système S dans le repère OI en fonction du temps, voir la figure 2. Bien sûr, lorsqu'on va écarter A de sa position d'équilibre, il va se mettre à osciller. Donc la position du centre d'inertie va changer. Donc l'abscisse du centre d'inertie, l'abscisse X du centre d'inertie va évoluer, va varier au cours du temps. Il va être tantôt positif, tantôt négatif. Donc là, on a la courbe de variation de X, l'abscisse de G, en fonction de T. Voilà la courbe, c'est une sinusoïde. Première question, établir l'équation différentielle des variations de X, l'abscisse de G au cours du temps. Donc, on me demande d'établir l'équation différentielle qui est vérifiée par la fonction X qui varie en fonction du temps. Pour établir l'équation différentielle, on va d'abord désigner le système étudié. Le système étudié, c'est le système S qui est constitué du compartiment A et du corps C1. Après, on va faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système S. Tout d'abord, il y a le poids P qui est vertical orienté vers le bas. Et il y a la réaction du plan. Et puisque les frottements
sont absents, ici c'est sans frottement. R, la réaction du plomb sera perpendiculaire au plomb. Donc il sera vertical, orienté vers le haut, dans l'opposé de P. Ensuite, il y a la force exercée par le ressort R1. On va l'appeler T1, si vous voulez. Et il y a la force exercée par R2, on va l'appeler T2. Donc au total, il y a 4 forces. Ensuite, on va commencer par étudier l'équilibre. Parce qu'au début, avant d'écarter le corps, le système S, il était en équilibre. On va l'étudier parce qu'on en aura besoin après. À l'équilibre, on peut appliquer la première loi de Newton qui dit que, puisque le corps est en équilibre, la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul. P, je vais le garder comme il est, plus R. Et là, c'est le vecteur force T1 exercé par le ressort R1. Or, dans le cours, on a vu que la force exercée par le ressort, il s'écrit, le vecteur force, il s'écrit moins K, la constante de raideur, fois delta L 0, fois delta L. Ici, delta L 0, c'est le vecteur allongement du ressort à l'équilibre. Donc, c'est moins K delta. En général, c'est moins K delta L. Mais à l'équilibre, le delta L, on va l'appeler delta L 0,1. Relativement au ressort R1. Et après, on va refaire la même chose pour le ressort R2. Moins K delta L 0,2. Tout ça, c'est égal au vecteur nul. Cette relation, on va lui donner le numéro 1. Maintenant, on va étudier le mouvement. On va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère OI qui est considéré galiléen. Donc, la deuxième loi de Newton, il va s'écrire P plus R plus T1 plus T2 égale M, la masse du système, plus, fois le vecteur accélération Hg, le vecteur accélération du centre d'inertie. Donc P plus R plus T1 plus T2 égale à M Hg. Là, j'ai pas mis petit m parce que petit m c'est la masse du compartiment. J'ai mis grand M, c'est la masse du système. C'est la somme de la masse du compartiment et du corps C1. Et je vais remplacer T1 par son expression. T1, c'est moins K delta L1. Delta L1, c'est le vecteur allongement au cours du mouvement. Et là, ça sera moins K delta L2 égale la masse du système fois le vecteur accélération Hg. Là, c'est le système oscillant, mais à l'équilibre. À l'équilibre, delta L01, c'est le vecteur allongement du ressort R1. Et delta L02, c'est le vecteur allongement du ressort R2. Là, c'est la longueur à vide, L0. Et là, c'est le vecteur allongement, delta L02. Et là, c'est delta L01 pour le ressort R1. La position O est confondue avec G0. Au cours du mouvement, G s'écarte de la position G0. Donc, G, là, ici, c'est la position de G, le centre d'inertie du système, au cours du mouvement. G, il est repéré par son vecteur position OG.
Là, c'est O. Là, c'est O. Là, c'est G. Là, c'est le vecteur position OG. Par exemple, dans ce cas-là, là, on a delta L1. Dans cette position, le système a été un peu écarté vers le ressort R2. La delta L1, c'est le vecteur allongement du ressort R1. Remarquez, là c'est delta L1, je vais le redessiner ici, je vais le représenter ici. Et là c'est delta L01, c'est delta L01. Et là c'est OG. Remarquez que delta L1, c'est delta L01 plus OG. À l'équilibre, G occupé la position G0. Lorsqu'on a écarté, l'écartement de G va s'ajouter à la longueur du ressort R1. Donc delta L1, ça sera delta L01 plus le vecteur OG. Donc on aura delta L1, le vecteur allongement du ressort R1, est égal à delta L01, le vecteur allongement du ressort R1 à l'équilibre, plus le vecteur position OG. Pour le ressort R2, là on a delta L02, elle est là. Là c'est OG, delta L02, je vais lui ajouter OG. Attention, là on fait la somme de vecteurs. Quand on ajoute un vecteur à un autre, on trace le deuxième à l'extrémité du premier. Donc, delta L01 plus OG, le vecteur somme aura pour origine l'origine du premier vecteur et pour extrémité l'extrémité du dernier vecteur. Donc, delta L02 plus OG va me donner ça. Or, ça, ce n'est rien d'autre que delta L2. Donc, delta L2, comme pour le ressort R1, remarquez, mais attention, c'est une relation qui est vectorielle. Delta L02 plus OG. Donc en général, dans les exercices, le vecteur allongement au cours du mouvement, c'est le vecteur allongement à l'équilibre plus le vecteur position du centre d'inertie G. Donc pour les deux ressorts, delta L1 est égal à delta L01 plus OG. Delta L2 est égal à delta L02 plus OG. Cette relation, elle est vraie qu'on ait un allongement ou un rétrécissement. Elle est vraie dans tous les cas. Donc dans la deuxième loi de Newton, je vais remplacer delta L1 par delta L01 plus OG. Et delta L2 par delta L02 plus OG. Moins K delta L01 plus OG. Moins K delta L02 plus OG. Tout ça égale à M AG. Après, je vais développer. Donc, j'aurai P plus R moins K delta L01 moins K OG moins K delta L02 moins K OG. Or, d'après la relation que j'ai écrite dans l'étude de l'équilibre, d'après la relation 1, P plus R moins K delta L01 moins K delta L02, c'est un vecteur nul. Donc tout ça, c'est un vecteur nul. Remarquez que je n'ai pas utilisé les projections. J'ai travaillé avec des vecteurs. Je n'ai pas besoin de projeter pour le moment. Donc, finalement, j'aurai moins KOG, ça fait moins de K OG égale à M
AG. Maintenant, je vais projeter. Je vais projeter sur l'axe OX. La projection de OG, c'est X. Donc, ça donnera moins 2KX. Et la projection de AG, c'est X de point. MX de point. Donc, j'aurai, en divisant tout par un grand M, moins 2KX sur grand M égale à X de point. Et maintenant, je vais faire passer le tout de l'autre côté. J'aurai donc X de point plus 2K sur M, X égale 0. Et voilà, j'ai l'équation différentielle que vérifie X au cours du mouvement. Question 2. Écrire l'expression de X en fonction du temps. Autrement dit, écrire l'équation horaire du mouvement. Dans notre cours, on a vu que ce genre d'équation différentielle, x de point plus une constante fois x égale à 0, a une solution sinusoïdale. C'est la même chose que ce qu'on a vu lorsqu'on a étudié les oscillations libres dans un circuit RLC série. Bien sûr, quand la résistance est égale à 0. La solution de l'équation différentielle s'écrit x de t égale à xm, c'est l'amplitude, cosinus de pi sur t0 t plus phi. T0, c'est la période propre de l'oscillateur, et phi, c'est la phase à t égale 0. Mais pour avoir l'expression de x en fonction de t, il faut trouver les valeurs de xm, de t0 et de phi. Et pour cela, on va exploiter la figure 2. On va exploiter la courbe de variation de x en fonction de t. D'abord, xm. X, il oscille entre une valeur maximale xm et une valeur minimale moins xm. Donc xm, c'est 2 graduations. Chaque graduation représente 2 cm. Donc xm, c'est 4 cm. xm égale 4 10 à la puissance moins 2 mètres. La période t0. T0, c'est de cette date jusqu'à cette date. T0, c'est 1 seconde. T0 égale à 1 seconde. Reste maintenant phi. Pour déterminer phi, on va voir les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t égale 0. À la date t égale 0, voilà, la courbe de variation, il est comme ça. Donc à la date t égale à 0, x est égal à 0. Et la courbe est décroissante à la date t égale à 0. Ça veut dire que g se déplace dans le sens négatif. Ça veut dire que la fonction x, elle est décroissante. Donc Vx, c'est négatif. Donc je résume, à la date t égale à 0, x est égal à 0. Et Vx est inférieur à 0, bien sûr, à la date t égale 0. Donc on a x à la date 0. Il suffit de remplacer t par 0. J'aurai donc xm cosinus phi. xm cosinus phi. Or, x à la date 0, c'est 0. Donc ça veut dire que 0 égale à xm cosinus phi. xm, il est différent de 0. Donc ça veut dire que cosinus phi est égal à 0. Or, cosinus phi égale à 0, il y a deux cas. Soit phi est égal à pi sur 2, radians bien sûr, ou phi égale à moins pi sur 2 radians. Donc il faut choisir la bonne valeur. Or on sait que Vx de t, c'est la dérivée première de x. Vx de t, c'est x point de t. Donc pour avoir l'expression de Vx en fonction du temps,
je vais dériver cette fonction. Donc, j'aurai Vx de t égale, ça c'est une constante. Donc, la constante, je la garde, xm. Maintenant, il y a la fonction cosinus de pi sur t0 t plus phi. C'est une fonction composée. La fonction composée, il y a la fonction affine et il y a la fonction trigonométrique. Or, lorsqu'on a une fonction composée, on dérive d'abord la fonction qui est entre parenthèses. La dérivée de cette fonction, c'est une fonction affine, c'est de la forme at plus b, donc sa dérivée c'est a. Donc la dérivée de 2pi sur t0 fois t plus phi, c'est 2pi sur t0. Cette dérivée, je vais la mettre ici. Donc je dérive et je multiplie 2pi sur t0. Maintenant, je vais dériver la fonction cos. La fonction cos, sa dérivée, c'est moins sin. Donc, j'aurai moins sin 2pi sur t0t plus phi. Donc, la dérivée de x, donc je dérive d'abord la fonction qui est à l'intérieur, moins 2pi sur t0. Après, je multiplie par xm et la dérivée du cos, c'est moins sin. Donc, 2pi sur t0 fois xm moins sin 2pi sur t0 t plus phi. Là, j'ai appliqué la relation, j'ai appliqué la propriété qui dit que la dérivée d'une fonction composée, f de g de t, tout ça prime, c'est, on dérive d'abord, c'est la multiplication de g' de t, c'est la dérivée de 2pi sur t0 t plus phi, fois la dérivée de f de g de t. G' de t, c'est 2pi sur t0. F' g de t, c'est moins sin, moins xm sin 2pi sur t0 t plus phi. Or, on a vu que Vx à la date 0, elle est inférieure à 0 puisque le corps se déplace dans le sens négatif. Ça veut dire que, donc, pour avoir Vx0, il suffit de remplacer t par 0. Si on remplace t par 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2pi sur t0, xm sinus phi. Tout ça inférieur à 0. Là, c'est négatif. Moins 2pi sur t0, c'est négatif. xm, c'est positif. Donc, pour avoir une valeur négative, ça veut dire que sinus phi est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que sinus phi est supérieur à 0. Or, on a deux valeurs possibles, pi sur 2 radians ou moins pi sur 2 radians. Sinus pi sur 2, c'est 1 et sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, la valeur convenable, c'est pi sur 2. Donc, phi est égal à pi sur 2 radians. Pour écrire l'expression finale de x, je vais remplacer xm par sa valeur, t0 par sa valeur et phi par sa valeur. Donc, x de t, c'est 4 10 moins 2 cosinus de pi t plus pi sur 2. Bien sûr, il faut indiquer l'unité utilisée pour la mesure de x en mètres. Question 3. Déterminer la valeur de la constante de raideur k. Tout à l'heure, on a vu que la dérivée de x par rapport au temps, c'est-à-dire Vx, c'est moins 2pi sur t0, xm sinus 2pi sur t0 t plus phi. Maintenant, on va dériver une seconde fois. On aura donc x de point de t égale. Je vais refaire la même chose. Je vais d'abord dériver la fonction qui est entre parenthèses. C'est une fonction affine, sa dérivée c'est 2pi sur t0. Et je vais multiplier. J'aurai donc moins 2pi sur t0 multiplié par 2pi sur t0, ça va donner 2pi sur t0 au carré. Xm, c'est une constante, il va rester. Et la dérivée du sinus, c'est cosinus. Cosinus de pi sur t0, t plus phi.
implique. Ça, c'est x de point, mais remarquez, ça, c'est quoi? xm cosinus de pi sur t0 t plus 6, ce n'est rien d'autre que x. Donc, j'aurai x de point égale moins 2pi sur t0 au carré fois x. Je fais passer le tout du même côté. Après, je vais identifier avec l'équation différentielle que j'ai établie tout à l'heure. Dans l'équation différentielle, c'est x de point plus 2k sur grand M x égale 0. Et là, on a x de point plus 2pi sur t0 au carré, x égale 0. Donc, ce 2pi sur t0 au carré, ce n'est rien d'autre que 2k sur m. Voilà. Or, grand M, c'est quoi? C'est la masse du compartiment plus la masse du corps C1. Je vais faire passer M plus M1 de l'autre côté, 2 de l'autre côté. J'aurai donc K égale 2pi carré sur T0 carré, facteur de M plus M1. Donc la constante de raideur, c'est approximativement 6 newtons par mètre. Question 4. On refait l'expérience après avoir remplacé le corps C1 par un corps C2. La période des oscillations est alors égale à 1,5 secondes. Déterminez la valeur de M2, la masse du corps C2. Donc, lorsqu'on va remplacer C1 par C2, le mouvement sera le même, seulement la chose qui va changer, c'est qu'au lieu de M1, on aura M2. Donc, cette relation sera toujours valable. K égale 2pi carré sur T0 carré fois M plus, ici M au lieu de M1, c'est M2, l'inconnu. On fait passer T0 carré et 2pi carré de l'autre côté. On aura donc K fois T0 carré sur 2pi carré égale à M plus M2. Et après, on va faire passer le M de ce côté avec un signe moins. M2 égale K T0 au carré sur 2pi carré moins M. Et on passe à l'application numérique. M2 égale 4,75 10 à la puissance moins 1 kg. Donc M2 est égal à 475 grammes. Donc une fois K connu, la mesure de T0 va nous permettre de déterminer une masse inconnue. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.